Coucou YouTube, on se retrouve donc pour les sorties poche du mois de février poche. Et petit budget évidemment, puisque maintenant c'est ça, enfin, c'était déjà un peu ça avant, mais maintenant c'est vraiment ça. Il y en a une trentaine, donc bah, je vais vous en parler tout de suite. Oh, je fais pas de... Désolée, je suis un peu... pas très jouasse ce soir, donc je m'étale pas trop, hein, vous connaissez le principe à force. Du coup, voilà les petites statistiques, et en plus, je crois que j'ai encore oublié de calculer, non, 4 et 1, oui, j'ai encore oublié de calculer les romans, évidemment, comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude à force, 4 et 1, 5, 1, 6, 7, 8, donc ça fait, ça va, j'étais pas loin, 22 romans. Ça va. Bon, voilà, on est encore un petit peu en mode rentrée littéraire d'hiver, donc il y a quand même pas mal de contemporains. Et voilà, par contre, pas trop de représentation au niveau maison d'édition. C'est un peu toujours les mêmes quand même. C'est toujours les j'ai lu et livres de poche et pocket qui dominent. Et du coup, on va commencer avec la première sortie. On commence le 4 février avec la sortie de Cucu de Camille Emmanuel. Qui est un peu, ouais, qui a un peu une... Donc ça sortira chez J'ai lu, qui est un peu une parodie de romance en fait. Alors moi je l'ai depuis un moment, je l'ai toujours pas lu, il faudrait. Parce que ça a l'air quand même un peu rigolo. Et donc en fait on va suivre Marie qui est prof de français dans un lycée. Et en fait elle est aussi autrice de romances érotiques. Mais un jour, en fait, son éditrice va exiger qu'elle abandonne ses romances un peu cucu pour faire de la dark romance. Parce que c'est la mode, tout ça, tout ça. Bon, Marie, elle est pas de ouf avec cette idée, hein, évidemment. Parce qu'on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et des violences sexuelles, ouais. Et un jour, en fait, elle va décider... Alors, ouais, je sais pas comment... Le synopsis, c'est pas très clair, mais bon. Un jour, en fait, elle va décider, dans son écrit, de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Et quand elle se réveille, il y a un inconnu qui est assis sur son canapé et qui va lui expliquer qu'il est le personnage, justement, le personnage principal de sa romance. Voilà. Donc en fait, j'imagine qu'elle a commencé à écrire une dark romance et voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des bons retours. Ouais, j'aimerais trop le lire. Peut-être que je le lirai pour février, vu que c'est la Saint-Valentin, ça ira bien. Bon voilà, ça a l'air un peu rigolo. Moi, j'avais déjà lu un livre de Camille Emmanuel, mais c'était un essai. C'était Sex Power Month. Sur... c'était un essai qui parlait de sexe, mais de façon féministe, en fait. Donc c'était intéressant. Et voilà, du coup, ouais, là j'aime bien parce que, bon, bah oui, il y a le côté un peu critique de la dark romance, et certainement peut-être aussi critique un peu de la romance, je sais pas trop, mais de façon, ouais, un peu parodique. Donc voilà, ça a l'air très rigolo. Donc c'est cool qu'ils sortent en poche. Ensuite, toujours le 4 février, on reste un peu dans le féminisme, avec Les Indignes de Agustina Basterica, qui sortira également chez J'ai lu. Et là, on est dans une dystopie un peu post-apo, ouais. Où en fait on est dans un espèce de couvent qui s'appelle la maison de la sororité sacrée. Où en fait bon bah le quotidien des sœurs en fait c'est un quotidien ultra rigoureux en fait, et d'être commandé par celle qu'on appelle la sœur supérieure, qui use notamment de fouet et tout, bref.
Et en fait, toutes, voilà, elles sont toutes un peu... pour le coup, ça s'appelle la sororité, mais elles sont pas très sorores, hein, puisque elles sont toutes un peu en compétition pour être l'heureuse élue qui rejoindra les Illuminés, avec un I majuscule. Et on va suivre l'une d'elles, notamment, qui tient un journal en secret, un journal intime, et un jour, elle va découvrir... dans l'enceinte de l'ancien monastère une femme qui erre et elle va l'aider à intégrer la communauté. Donc il y a un lien qui va se nouer entre les deux filles. Mais et voilà, bah, j'en sais pas plus en fait. Ouais, moi aussi je devais le lire d'ailleurs, le grand format il est court. Hein. Je devais le lire et puis bah finalement je sais plus pourquoi je l'avais pas lu. Je crois que les retours étaient un peu mitigés. Il y en avait qui avaient beaucoup aimé, il y en avait d'autres qui n'avaient pas aimé, je me souviens, ou qui avaient trouvé ça euh, pas assez comment dire, pas assez construit quoi. Ça manquait un peu de profondeur, de mémoire, il me semblait que c'était un truc comme ça. Alors Agustina Basterica, moi j'avais lu son premier qui était Cadavrixki, ouais c'est ça, qui était vachement bien là. Sur des femmes qu'on élevait comme du bétail pour être mangées. C'était intéressant. Moi j'avais bien aimé, mais c'est pareil, son premier il avait aussi eu des retours mitigés, je me souviens, il y en avait qui avaient adoré et d'autres qui n'avaient pas aimé. Donc, ah ouais, toi aussi, toi tu l'as lu, d'accord, tu t'en souviens un peu, c'était moyen, moi bah tu vois. Mais ouais, celui-là, ouais. Donc c'est pour ça que je l'avais pas lu, parce qu'au final j'avais un peu ouais, vu des pas très bons retours de personnes euh, qui ont souvent les mêmes goûts que moi, hein, comme toi Elsa par exemple. Donc ouais, je m'étais dit, bon, j'étais passé un peu... enfin, passé à côté, voilà, j'avais pas lu quoi. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Le 4 février, toujours sortira un young adulte. C'est assez rare pour être signalé parce que c'est vrai que les young adultes ça met du temps à sortir en poche. Il y a une écriture sympa mais des personnages assez antipathiques. Ah d'accord, ok. Ah ouais, bah ça c'est possible. Ouais, mais je crois que peut-être le problème justement c'est que bah, c'était pas très sororité quoi. Pour le coup. Donc ouais, Journal d'une gymnaste de Anne-Lise Heurtier qui était sorti en grand format sous le titre de Push, P-U-S-H. Qui en fait, donc ça sortira chez Casterman là dans leur collection poche, qui en fait va nous parler du mouvement MeToo mais dans le sport. On va suivre Tessa, qui est une adolescente de 15 ans qui fait de la gymnastique. Sa mère, elle est présidente du club de gym. Son père est kiné et sa petite sœur de 8 ans est aussi un peu dans la lignée de sa grande sœur. Et du coup, ouais, en fait, le truc, c'est que justement, c'est ça le problème, c'est que sa petite sœur, elle est meilleure qu'elle, en fait. Elle est carrément prête pour la haute compétition et tout, alors que notre héroïne, Tessa, elle est plutôt bonne sans plus, quoi. Et du coup, elle a du mal à trouver sa place. Mais un jour, y a un entraîneur qui va être embauché par la mère de Tessa et il a de grandes ambitions pour ses élèves. Et voilà, et bon, je pense comme ça va parler de MeToo, j'imagine bien qu'il va se passer des trucs pas cool avec cet entraîneur. Voilà, mais j'en sais pas plus. Donc voilà pour celui-ci qui sortira donc le 4 février. Allez, on passe à un petit manga, toujours le 4 février, sortira Sharehouse Nile. Le tome 1, c'est un manga en 4 tomes. Et alors, c'est de la romance, mais ça a l'air un petit peu rigolo. Ah oui, Elsa, ok, ouais. Je comprends mieux. Ça a l'air un petit peu rigolo, puisque, en fait, la particularité de ce manga, c'est qu'on va suivre des personnages qui ont vraiment existé, des personnages historiques, en fait, mais réincarnés, on va dire, en tant que personnages, là, d'un manga
de nos jours. Hein. C'est écrit par Hiro Nakamichi et Megumi Dorokawa. Et ça sortira chez Mangetsu. Et donc on est dans une résidence Nile, où donc cohabitent des personnages qui sont en fait qui sont en fait des incarnations, je sais pas comment on peut dire ça, en fait, qui représentent des personnages historiques. Et donc il y a notamment Marie-Antoinette, qui va avoir un nouveau colocataire, et ce colocataire n'est autre que Ernesto Guevara, hein, le Che lui-même. Donc ce qui est assez drôle, évidemment, vous aurez compris, c'est un révolutionnaire, elle, c'est une noble. Et donc il va y avoir évidemment une romance entre deux. Non mais bon, ça voilà, je trouve le concept un peu barré, mais un peu rigolo quand même. Je sais pas du tout ce qui va en sortir. Est-ce qu'il va... Alors, c'est un manga, je m'attends pas à un truc forcément ultra politique. Mais ça peut, hein, y a des mangas qui sont très politiques. Mais à voir voilà, comment ça va être traité là-dedans. Est-ce que vraiment ça va être politique, ou ça va être juste con un peu pour le fun de mettre des personnages historiques, je ne sais pas. Mais bon, c'est intriguant. Ouais, ça peut être marrant. Voilà. J'en sais pas plus, en tout cas. Je regarde un peu les dessins, ils sont pas mal. Ça a l'air un peu... ça a l'air un peu rigolo. Je suis trop curieuse là pour le coup. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Donc il sera en 4 tomes, donc ça va, en plus c'est assez court. Le 4 février, toujours, c'est pour toi Elsa. Passion renard. Sortira... Putain, je l'avais pas vu passer en grand format celui-ci, mais il était sorti chez Actes Sud forcément, parce que là c'est Babel, mais ça je l'avais pas vu passer. Sortira Vivre en renard de Nicolas Baron chez Actes Sud, donc dans leur collection poche Babel. Et alors ouais, c'est un essai documentaire, je sais pas trop, ouais il est magnifique, je sais pas trop comment le classer en fait. C'est pas vraiment un documentaire documentaire sur les renards, il y a quand même un truc littéraire, quoi, en fait. T'as une robe avec des renards? Excellent. C'est marrant. Donc voilà, on va parler du renard roux, qui est très présent dans les campagnes françaises, mais aussi dans les villes qu'il est en train de coloniser. Alors moi, je savais pas que apparemment, alors lui, il est loin d'être en voie de disparition, visiblement. Et oui, et c'est un animal aussi dont les représentations sont évidemment très nombreuses et lointaines aussi. Hein, et voilà, donc avant il était appelé Goupil, hein, rappelons-le, et il a même été victime de massacres de grande ampleur parce que c'était un prédateur et qu'il a tenu un rôle aussi dans l'épidémie de rage. Donc voilà, ça va parler un petit peu, donc ça dit que ça croise les sciences humaines, sociales et du vivant, l'étude de ce bouleversement du vécu des renards roux et de ce renversement d'image en cours depuis un siècle. Voilà, donc c'est un historien, Nicolas Baron, donc c'est intéressant, voilà. Si ça vous dit de lire un petit... on peut dire que c'est un essai sur effectivement l'historique, l'histoire du renard roux et la situation actuelle. Voilà. Pour celui-ci, là c'est court. On passe au 5 février et sortira Le baiser de la demoiselle, histoire d'une jeune fille décapitée. D'une jeune fille, pourquoi je dis d'une jeune fille? D'une femme décapitée, je sais pas pourquoi. Ça c'est marrant, c'est des trucs un peu sexistes aussi. Sexisme intégré. C'est écrit donc par Kate Foster et ça sortira chez 10-18. Et dans cette histoire, alors c'est de la fiction, mais c'est inspiré d'un fait historique, d'un true crime en fait. Donc on est à Édimbourg
en Écosse, donc en 1679. Et on va suivre Lady Christiane Nimmo, qui est accusée d'avoir assassiné son amant, Lord James Forrester. Et du coup, elle va être emprisonnée. Et évidemment, tout le monde, voilà, l'opinion publique va être raccord pour dire que c'est une adultère, c'est une meurtrière, c'est une putain, tout ça, évidemment. Ouais, moi aussi, me donnait envie en GF, en gros format. Alors que, à peine un an plus tôt, Christiane, c'était une jeune mariée respectable qui menait une vie de privilège. Donc pourquoi est-ce qu'elle a tout risqué pour cette liaison avec en plus un homme qui est son oncle par alliance en l'occurrence. Et du coup, voilà, en plus, voilà, est-ce que c'est vraiment elle qui l'a assassiné? On ne sait pas. En l'occurrence, elle est accusée par une prostituée qui a été engagée par James, donc forcément, c'est pas une source fiable, on va dire. Et voilà, et d'ailleurs la prostituée elle-même aurait pu aussi vouloir sa mort. Donc voilà, on ne sait pas. Donc c'est une véritable affaire criminelle qui a eu lieu au XVIIe siècle. Et voilà, c'est qualifié de féministe. Alors je sais pas trop pourquoi vraiment, on va voir. Hein, mais enfin, on va voir si on le lit. Mais voilà, en tout cas, je vous l'ai mis. Ça a l'air quand même intéressant. Oui, le grand format était classe, effectivement. Il avait une très belle couverture. Après, c'est un peu la même image, mais après, c'est peut-être le bandeau aussi hein, qui fait... c'est le bandeau qui gâche un peu le truc aussi, il faut dire. Voilà pour celui-ci. Le 5 février, toujours, sortira Beyrouth Forever de David Uri aux éditions Liana Levy dans leur collection poche Piccolo Noir, en l'occurrence. Donc on est en septembre 2023 et on est à Beyrouth, comme son nom l'indique. Et on va suivre un flic en fait qui est membre de la brigade criminelle d'Adlier, qui s'appelle Marwan. Et après 30 ans de service, il est proche de la retraite. Mais un jour, une vieille femme va être retrouvée morte. Et sa hiérarchie va le presser de classer l'affaire, sauf que lui, il est persuadé qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que la victime, qui était une universitaire de renom, travaillait sur un ambitieux manuel scolaire de l'histoire du Liban. Et c'est un manuel qui semblait déranger le Hezbollah. Et du coup, comme par hasard, le seul exemplaire qu'elle avait écrit va disparaître des pièces à conviction. Donc voilà, on sent le truc un peu mafia et compagnie, quoi. Hein. Et donc évidemment, Marwan, lui, il veut aider son pays et il veut donc retrouver le fameux de l'histoire. Voilà, donc une enquête. Une enquête donc au sein de Beyrouth. Ça a l'air très intéressant. Je me rappelle, j'en avais parlé aussi en grand format de celui-ci. Hein. Donc ça sortira le 5 février et toujours le 5 février sortira, donc c'est le dernier Haruki Murakami qui va sortir en poche, La Cité aux murs incertains, qui sortira chez 10-18. Et donc on est dans une œuvre fantastique comme il sait très bien le faire. Hein, alors je me souviens que le synopsis il était special aussi. Donc ouais, on nous dit que c'est une jeune fille qui a parlé de la cité avec un C majuscule à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi, son vrai lui. Et cette jeune fille a disparu et l'amoureux donc va décider de partir à sa recherche dans la cité. On nous dit que comme tous les habitants, il a perdu son ombre et qu'il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque, mais il n'a pas retrouvé la jeune fille malgré le fait qu'il n'ait cessé de la chercher. Voilà, donc ouais, j'en sais pas plus, c'est très space, mais en même temps,
C'est vrai que Haruki Murakami, il est capable de faire de très belles choses. Donc voilà, je vous l'ai mis. Après, c'est un petit pavé, hein. 672 pages, ça pique quand même un petit peu. Donc voilà. Si je me le fais un jour, je pense que ce sera en audio parce qu'il existe, il est sur Audible. Mais il n'est pas dans mes priorités quand même. Bref, on verra en tout cas. Voilà pour celui-ci. Le 5 février, toujours, allez, un autre petit manga. Il s'agit de Développeur. Bienvenue dans le marécage de la création. Le tome 1. Écrit par Arai Harumaki. C'est ça. Et qui sortira chez Manabooks. Donc c'est une œuvre, une série en 3 tomes. Donc pareil, pas beaucoup de tomes. C'est très bien. Et ça va parler de jeux vidéo. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, dans cette histoire, on va suivre Ito, qui a récemment intégré une entreprise de développement de jeux vidéo. Il adore son travail, mais il regrette de ne pas pouvoir exprimer davantage sa créativité, parce que il est dans une équipe de plus de 100 personnes. Et un jour, il va participer à un salon de jeux indé, et il va faire la rencontre de Haruka, qui est une jeune développeuse comme lui. Et il va se retrouver, sauf que lui, il est dans une grande entreprise, donc il fait pas des jeux indés. Elle fait des jeux indés, et en fait, du coup, il va s'intéresser un petit peu au monde des jeux indépendants. Donc voilà, c'est-à-dire des petits jeux, hein, qui sont créés par des petits studios et pas des gros blockbusters, quoi. Voilà, donc voilà, faut vraiment s'intéresser aux jeux vidéo. Mais voilà, je vous l'ai mis. Si ça vous dit. Voilà, voilà. Le 5 février, toujours, il y a une grosse vague. Le 5 février, sortira Émirage de Emma Ferré. Et celui-là, je ne l'avais pas vu passer en grand format. Il était chez Albin Michel. Peut-être parce que la couverture me faisait pas envie, pour le coup, je pense. Et j'avais pas été plus loin. Mais en fait, ça a l'air quand même intéressant. Ça sortira chez Pocket. Donc, en fait, on va s'intéresser aux influenceurs qui partent à Dubaï. Voilà, c'est vrai que Dubaï, c'est devenu un petit peu la capitale de l'influence, hein, vraiment. Tous les influenceurs dignes de ce nom partent là-bas, bon, déjà pour pas payer d'impôts, et parce que c'est vraiment le truc très m'as-tu vu, hein. Et donc là, on va suivre, donc c'est sous forme de fiction, hein, on va suivre Norma, qui est marseillaise, et qui a fait de la télé-réalité, et qui est devenue influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc c'est le cas de beaucoup d'influenceurs, hein, on va pas se mentir. Donc elle a des millions de followers, et en fait elle va décider de partir à Dubaï, comme beaucoup d'influenceurs. Sauf que un jour elle va disparaître. Et c'est Alice, sa meilleure amie, qui va décider de partir à sa recherche. Et donc, elle va embarquer, elle aussi, pour Dubaï. Et elle va découvrir un monde qui va dépasser son imagination. Ça a l'air vraiment bien, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on sait pas trop. On a vraiment le truc le truc de comment la façade, en fait, hein, des influenceurs et tout ça. Bon, moi personnellement, je suis aucun influenceur qui est à Dubaï. Enfin, c'est pas mon centre d'intérêt personnellement, mais bon, c'est vrai que ça me rend curieuse de savoir les dessous, en fait, de tout ça. Donc oui, oui. Émirage, tout à fait, un jeu de mots évidemment entre Émirats Arabes Unis, et le Mirage. Ouais. Ouais, c'est bien trouvé. C'est vrai, c'est ça, c'est facile, effectivement, comme jeu de mots, mais c'est bien trouvé. Voilà. Donc, moi, j'ai très envie de le lire, du coup. Je suis très, très curieuse. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans une prochaine palle. Voilà, on verra si je me le procure. Il sort en poche, en tout cas. Donc, c'est bon à savoir. Le 5 février, toujours, sortira Pour Britney de Louise Chenevière, ou Chenevière, je sais pas trop, chez Folio, donc chez Gallimard, hein, du coup. Et en fait, ouais, on est dans un récit qui est
qui est en partie biographique. Vous aurez compris que ça parle de Britney Spears. Ah, tu l'as lu? Ah, trop bien. Ben moi, tu vois, pareil, celui-là aussi, j'étais passée à côté de sa sortie grand format. Il était sorti chez Paul. Et du coup, je le vois là. Donc ouais, alors c'est un peu autobiographique aussi d'ailleurs, hein, voilà, c'est un mix en fait, je l'ai mis en roman parce que c'est quand même, c'est un truc un peu hybride, mais ouais, c'est un mix entre autobiographie, biographie de Britney Spears, il y a un peu de la vie aussi de Nelly Arcan aussi, qui est une autre icône. Voilà, et donc ouais, voilà, on nous dit que petite fille, donc l'autrice rêvait de ressembler à Britney Spears, mais à l'adolescence, l'admiration a brutalement laissé place au mépris, puisque évidemment, c'est vrai qu'il y a eu un tournant de Britney Spears qui se rase le crâne et tout ça, et ça a fait un petit peu scandale. Et en fait, effectivement, ben, on se rend compte que notre société nous dit de détester les femmes qui sont trop émancipées, en fait, hein, trop émancipées, trop puissantes. Euh, donc voilà. Et le patriarcat, bah oui, évidemment. Évidemment, le patriarcat. Donc ouais, ça a l'air intéressant. Du coup, bah, si tu me dis que tu l'as aimé, ça me donne encore plus envie de le lire. Je suis très très curieuse. Voilà. Moi, c'est marrant parce que j'ai à peu près l'âge de Britney Spears en réalité, hein. Je me demande même si on n'est pas de la même année. Parce que quand... ouais, où elle doit avoir 1 an de plus que moi, quelque chose comme ça, hein. On est vraiment très proches. Mais du coup, j'étais un peu trop vieille, je pense, pour... Alors j'aimais bien ses chansons et tout ça, mais j'étais trop vieille pour être fan. Ça visait plus un peu les ados, quoi. Moi, j'avais déjà quasiment la vingtaine. Mais ouais. 1980, bah voilà, tu vois, 1 an de plus que moi. Tu vois, j'avais bien ce que je calculais par rapport à son âge quand elle a fait son premier morceau et tout ça, et quand est-ce que c'est sorti. Donc c'est bien ça. Donc elle a 1 an de plus que moi. C'est du récit, essai, fragment littéraire. Ok. Bon à savoir. Mais par contre, oui, j'ai un peu suivi quand même, j'ai un peu suivi de loin tout ce qui s'est passé, sa mise sous tutelle, etc. Enfin voilà, c'est quand même une meuf qui revient de loin pour le coup, qui a une vie. Puis c'est vrai que pour le coup, sa vie a été vraiment, vraiment marquée par le patriarcat parce qu'il y a eu toute l'histoire autour de sa virginité. Vous vous rappelez qu'elle se réservait pour le mariage et tout ça, et ça a maintenu des fantasmes de fou, hein, par rapport à ça. Il y a eu son histoire avec Justin Timberlake, euh, et qui a fait scandale aussi parce que encore une fois, quand il y a eu la rupture, c'est elle qui est passée pour la méchante, évidemment. Enfin bon, voilà. Il y a eu plein de trucs autour de son histoire, en fait, hein. Donc voilà, ça peut être extrêmement intéressant. 144 pages, c'est très court pour le coup. Ensuite, le 5 février, toujours sortira le dernier roman, donc l'avant-dernier roman en l'occurrence, qu'il y en a un qui est sorti en grand format depuis, de Maxime Chatham, Prime Time. Chez Pocket, bon moi je l'avais lu, j'avais plutôt bien aimé, mais bon ça cassait pas trois pattes à un canard. Donc en fait, dans cette histoire, on a le présentateur d'un journal télévisé qui va être pris en otage en direct, et évidemment, on va suivre cette course contre la montre parce que évidemment le preneur d'otage va avoir des revendications, et voilà, on va suivre les flics, on va suivre l'otage, on va suivre l'entourage de l'otage, etc. Voilà, bon, ça a fait le job d'un thriller, mais je me souviens que j'avais reproché de ne pas être assez politique. Pour le coup, ça enfonçait vraiment des portes ouvertes.
c'était un peu ledge, parce que bon, ça parlait, ça parlait des réseaux sociaux. C'était pas... voilà, c'était un peu léger, hein, politiquement parlant. Mais voilà, c'était sympatoche. Donc je vous l'ai mis. Voilà, petit pavé, je l'avais écouté en audio, moi, pour le coup. Voilà. Toujours le 5 février, alors là il s'agit d'une réédition, c'était un livre qui n'était plus édité, donc je vous l'ai mis, il s'agit de Seven de Anthony Bruno, donc évidemment vous aurez compris que c'est le livre qui a inspiré le célèbre film de David Fincher avec Brad Pitt. Donc dans cette histoire on suit un inspecteur qui est un peu un vieux flic blasé, qui est proche de la retraite. Et il est obligé de former son remplaçant, qui est un jeune inspecteur, qui s'appelle David. Et ils vont arriver, donc ils vont enfin il va y avoir un crime, ils vont arriver sur la scène de crime. Et en fait, ils vont se rendre compte que, ils vont découvrir au fur et à mesure que c'est un tueur en série et qui a décidé de tuer les gens en rapport, enfin de façon basée sur les 7 péchés capitaux. Voilà, donc la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Et donc ils vont devoir remonter la piste de ce serial killer. Et en fait, bon bah évidemment, on va plonger dans un truc ultra malsain. C'est vrai que c'était un excellent film. J'avoue que je serais curieuse pour le coup de lire le livre, parce que pour le coup le film je l'ai vu, j'ai dû le voir 2 fois, mais il y a quand même assez longtemps. Alors je me rappelle surtout de la fin, évidemment, hein. Je pense que si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Je sais pas si c'est la même fin dans le livre, hein, cela dit, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, je me rappelle beaucoup de cette fin, mais je me rappelle aussi de pas mal de choses. C'est un film qui est très marquant, évidemment. Et ouais, du coup, je suis un peu curieuse, effectivement, du livre qui sort direct en poche, en fait, hein. C'est une réédition, mais en poche. Voilà. Donc, pourquoi pas. Il n'est pas très long, hein, pour le coup. 256 pages, c'est quand même assez court. Mais ouais, je suis très curieuse de celui-ci. Et donc, ça sortira chez Pocket. Toujours, encore et toujours, le 5 février, sortira Tous des animaux de Morgan Green. Toujours chez Pocket également. Et dans cette histoire, j'en avais parlé aussi quand il était sorti en grand format. On est dans une petite ville qui s'appelle Savage Ridge. Et on va suivre 3 lycéens, Amy, Nicolas et Peter, qui, à la suite d'une querelle, vont tuer l'un de leurs camarades de classe qui s'appelle Sammy. Et le truc, c'est que le père du Sammy en question est l'une des plus grosses fortunes de la région, et donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'enquête aboutisse. Le problème, c'est que le corps ne va jamais être retrouvé, et donc le dossier va être classé. Les 3 ados vont quitter la ville et ne plus jamais, enfin ils sont peut-être plus ados quand ils quittent la ville d'ailleurs, mais bon, et ne plus jamais y remettre les pieds. Et on va être 10 ans plus tard, et tous les 3 vont être de retour à Savage Ridge, parce que ils vont être piégés par une enquêtrice qui a été employée par la famille de la victime. Et l'étau va se resserrer autour d'eux. Et en plus, il va y avoir... on va découvrir qu'il y a d'autres crimes plus anciens qui entachent la communauté, voilà, des secrets, tout ça, tout ça. Moi, je me rappelle, j'avais été bien hypée par celui-ci, mais il n'avait pas eu des super retours. Je crois que les gens avaient été assez déçus par celui-ci. Je me rappelle, il était sorti chez Sonatine. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Mais moi, je suis toujours quand même curieuse de celui-ci. Après, ouais, c'est clair qu'il n'est pas dans mes priorités parce que il n'a pas eu d'extrêmement bons retours. Il n'a pas eu des retours catastrophiques non plus, mais voilà. Voilà, en tout cas, pour celui-ci.
Mince. Ah, pardon. On passe enfin au 6 février avec, pareil, c'est une réédition aussi. C'est la réédition de L'Homme D de Luc Reinhardt qui sortira chez Point. Voilà, donc pareil, il était plus édité celui-ci. Et donc, pareil, c'est une réédition aussi directement en poche. Je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'elles ont, les maisons d'édition là, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et donc, en fait, le concept est très spécial, puisque dans cette histoire, on va suivre un homme, en fait, c'est un psychiatre, qui va décider un jour de jouer au dé absolument tous ses choix de vie, et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, le synopsis se résume à ça. Mais du coup, ah ouais, il a été réédité. Ah oui, aux Forges de Vulcain. C'est vrai qu'il a été aussi édité. Ah je pense que du coup, c'est la version poche de l'édition des Forges de Vulcain, en fait. C'est moi qui dis une bêtise. Mais bon, en tout cas, il est réédité en poche, il était plus édité en poche. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Et je pense que c'est du coup la version poche de la dernière édition là, des Forges de Vulcain. Et c'est vrai que je me souviens, il y avait même une suite, d'ailleurs, qui était sortie chez eux. Donc, voilà. Du coup, vous l'avez en réédition poche. Tiens, d'ailleurs, ouais, moi j'en ai un de cet auteur. Je viens de percuter parce que je le vois là cité en dessous. J'en ai un autre de cet auteur et aux Forges de Vulcain aussi, c'est Invasion. C'est vrai, je l'avais complètement oublié que j'avais ça. C'est marrant. Bref, donc voilà, en tout cas, pour celui-ci, et qui fait aussi 600, et ça fait le 3e livre qui fait 672 pages précisément. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce chiffre, enfin ce nombre, mais c'est pas une erreur pour le coup de ma part, c'est vraiment littéralement le 3e livre là de la sélection qui a 672 pages. Tant que c'est pas 666, on s'inquiète pas. Ah ouais, tu sais pas s'il a bien vieilli? Bah écoute, s'il est réédite, c'est qu'il a un peu d'actualité, je sais pas. Mais moi, j'avoue qu'il me rend un peu curieuse quand même. Ah ouais, c'est un peu long, ok. Bon. Ok. Bon, vous avez pas l'air super enthousiaste, les filles. Du coup, ça donne pas très envie quand même. On va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, voilà, il sortira le 6 février si ça vous intéresse. Le 6 février, toujours, sortira Rouge Feu de Bell Hooks, qui est en fait la suite de son autobiographie qui s'appelait comment d'ailleurs? C'était quoi le titre du premier? Merde, ils le mettent pas. C'est le 2e tome de ses mémoires. Eh ben, je sais pas, parce que je l'ai pas lu. Donc voilà, bref, en tout cas. C'est vrai que je mets pas de tome 2 d'habitude, mais là, bon, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein, on est dans un truc autobiographique. Donc ça sortira chez... Ah, c'est Noir d'Os. Merci Elsa, voilà, je me souvenais plus. Bah oui, en plus c'est logique, Noir d'Os, Rouge Feu. Merci. Donc ouais, le premier tome c'était Noir d'Os. Et donc là, c'est le second tome qui sortira également chez Point dans cette petite collection violette féministe. Hein. Donc voilà, Noir d'Os, c'était plus basé sur l'enfance de l'autrice, et là on va parler de sa vie d'adulte et notamment son entrée à l'université de Stanford, ses premières relations amoureuses, la naissance de son engagement politique et les débuts de sa carrière. Voilà, donc elle parle de la difficile conciliation entre l'écriture et sa vie sentimentale. La redéfinition d'une sexualité en adéquation avec la conscience féministe. Voilà, donc partager tout plein de choses. Et voilà, moi, il faudra que Moi, j'ai lu 2 livres de Bell Hooks, mais qui étaient des essais. Il faudra effectivement que je lise un petit peu son histoire. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, pour celui-ci. Pardon, j'ai un peu mal au dos en prime.
Alors, le 6 février, toujours, sortira un autre manga qui s'appelle See You Tomorrow at the Food Court. Je sais pas comment on prononce ce mot en vrai. Le tome 1, donc série en 2 tomes. Alors, on a eu 4 tomes, 3 tomes et maintenant 2 tomes. Ça réduit. Hein. Le prochain, ça sera un one-shot. Et en vrai, je crois que oui. Oui, le pire, c'est que oui. Le prochain manga dans ma section sera un one-shot. C'est un pur hasard. Hein. Mais voilà. Donc là, c'est une petite série en 2 tomes. C'est écrit par Shinichiro Narie. Et on va suivre. Alors, c'est pas un synopsis ultra ouf, mais je l'ai mis, ça paraissait quand même un peu sympathique. Donc on va suivre Wada, qui est un peu une première de la classe. Elle est plutôt sage, elle est plutôt posée, tout ça. Et on va suivre Yamamoto qui, elle, au contraire, elle est un peu... elle fait un peu la fille superficielle, elle a les cheveux décolorés, la peau bronzée. Vous savez qu'au Japon, c'est synonyme de cagole un peu, hein, voilà, hein, de façon péjorative, c'est vu de façon très péjorative. Les 2 filles sont scolarisées dans des lycées différents et sont plutôt solitaires. Mais toutes les deux, en fait, trouvent un peu leur refuge dans un café qui s'appelle... Enfin, c'est pas un café, ouais, c'est le food court du centre commercial. C'est plutôt un snack, en fait, j'ai l'impression. Et voilà, elles se retrouvent toutes les deux après les cours et en fait, elles vont se connaître comme ça et j'imagine devenir amies ou peut-être plus, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une histoire d'amour ou si c'est juste... c'est pas du tout précisé en fait. Donc voilà, c'est plus, je pense, une histoire de filles qui sont complètement différentes l'une de l'autre, mais qui sont toutes les deux assez solitaires en fait, qui n'ont pas vraiment beaucoup de relations sociales, mais qui ont cette relation-là. Donc, et c'est un peu aussi le choc des cultures, voilà, ça peut être intéressant. Donc je vous l'ai mis et ça sortira, j'ai oublié de le préciser, chez Shiba Édition. Voilà. Le 6 février, toujours, sortira Shell Shock de Michaela Watto aux éditions du Livre de Poche. Et donc on est ouais, c'est un polar historique en fait, hein, puisque on est dans les années 20, 1925, très précisément en France, où on va suivre Jeanne, qui est une jeune journaliste socialiste et féministe, hein, je cite, qui va se faire embaucher au Central Gutenberg afin d'enquêter sur les difficiles conditions de travail des demoiselles du téléphone. Donc c'était demoiselles du téléphone, c'était ces femmes qui faisaient le standard téléphonique. Hein, avant, pour passer des appels téléphoniques, il fallait passer par un standard où ces jeunes femmes redirigeaient les gens comme ça. Hein. Et le truc, c'est que donc elle doit juste faire un papier sur les conditions de travail, sauf qu'il y a l'une d'entre elles, donc des demoiselles du téléphone, qui va être sauvagement assassinée. Et elle va avoir le visage défiguré sur lequel le tueur a mis un masque, donc qui est visiblement une signature, et qui rappelle la signature d'un tueur en série qui sévit depuis plusieurs mois, donc qui est surnommé le tueur des Halles. Et qui s'appelle Paul Varenne. Alors par contre, bon, ça me saoule parce qu'on nous dit que il est dépendant à la cocaïne, à l'opium, à la suite de ses blessures de guerre. C'est tout à fait le genre de personnage que je déteste, mais bon, admettons. Et lui, il croit pas. Alors bizarrement, voilà, lui, il est persuadé que cette jeune femme n'a pas été tuée par le tueur des Halles. Et en plus, donc, il y avait aussi un autre suspect qui était, d'ailleurs peut-être qu'il était aussi suspecté d'être le tueur des Halles, hein, pour le coup, qui est le gardien du central. Donc tout le monde, voilà, les soupçons se portent sur lui, mais pareil, Varenne, il est persuadé que c'est pas lui non plus, et donc voilà, il va enquêter. Voilà, donc
ça va parler, ouais, pour le coup, ça va parler beaucoup de la condition de travail des femmes, donc ça peut être assez intéressant. Voilà, j'en sais pas plus, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. J'ai pas vu vraiment de retour sur celui-ci, même si je me rappelle de sa sortie en grand format. Mais voilà, j'en sais pas plus. Le 6 février, toujours, sortira donc le fameux manga One Shot dont je parlais plus tôt. Donc on a vraiment eu 4 tomes, 3 tomes, 2 tomes et un seul tome. Il s'agit de Hansel et Gretel de Junko Mizuno qui sortira aux éditions Imo. Alors, Junko Mizuno, je crois que je ne l'ai jamais lu. C'est une... ce sont des vieux mangas hein, voilà, qui sont réédités ou édités tout court d'ailleurs en France. Seulement maintenant. Et c'est vrai que Junko Mizuno, elle a un style parfaitement reconnaissable hein, de dessin. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu ses dessins sans savoir qui était l'autrice. Hein, mais voilà. Ah ouais, moi j'aime beaucoup justement. Oui, c'est ça, c'est du glauque mignon, exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ses dessins, ils sont tout mignons, alors qu'en fait, elle fait des trucs horrifiques. Et donc là, on va être dans une réécriture de Hansel et Gretel, en fait. Donc Hansel, c'est un élève turbulent pardon, et bavard, et Gretel, c'est une jeune fille impulsive, prête à jouer de son sabre en bambou pour défendre la veuve et l'orphelin. Et donc on est dans un monde fantastique, on nous dit, où les épinards poussent dans les cheveux et où les cochons n'ont qu'une seule envie, vous offrir leurs côtelettes. Super. Et le truc, c'est que, bon, la vie était facile jusqu'à présent, mais va arriver la reine Marilyn et ses sorts maléfiques. Et donc, Hansel et Gretel vont devoir sauver le pays des rêves. Voilà, bon, ça a l'air un peu marrant. Voilà, donc ouais, Junko Mizuno a fait des dessins mignons, mais pour des histoires horrifiques. Et j'ai toujours pas lu et j'aimerais bien. J'avais parlé de Cinderella, hein, donc voilà, elle fait des réécritures de contes hein, principalement, mais pas que, il me semble. Et voilà, donc c'est cool que Imo réédite ces petits mangas. Ensuite, allez, on saute directement au 12 février. Sortira Esclave de la liberté de Ildefonso Falcones aux éditions Pocket. Et alors pareil, j'en avais parlé lors des sorties. Putain, j'ai bouffé la moitié de ma phrase là du coup. J'en avais parlé lors des sorties grand format de celui-ci. Donc là, on est à Cuba en 1856 et donc il y a un bateau qui va accoster avec des esclaves qui ont été enlevés en Afrique. Et parmi eux, il y a Kaweka qui a 11 ans, qui va rejoindre la plantation du marquis de Santa Doma. Et donc elle a la capacité de communiquer avec une déesse qui s'appelle Yemaya. Et donc ça va apporter une lueur d'espoir aux esclaves qui sont présents dans cette plantation. Et on a deux temporalités, puisque dans une deuxième temporalité, on est à Madrid de nos jours. Et on va suivre Lita, qui est une jeune femme métisse qui est employée par la riche famille des Santa Doma. Donc vous l'aurez reconnu, hein, c'est les descendants du coup des esclaves hein, de Cuba. Et en fait, elle va découvrir l'origine de leur fortune. Voilà. Donc, elle va être déterminée à réparer les injustices du passé et elle va s'engager dans une longue bataille au nom de toutes les femmes qui ont sacrifié leur vie au service des puissants. Ça a l'air... Alors, c'est dommage, c'est écrit par un homme blanc. Hein. Ah, c'est le seul truc que je trouvais un peu pas ouf, j'avoue. Même si c'est pas du on voice, je me méfie en général. Mais bon, ça a l'air... après, c'est un auteur qui est quand même un peu assez reconnu. Ça a l'air ça a l'air bien, ça a l'air intéressant. Donc voilà, du coup, je vous l'ai mis. Il sort en poche petit pavé, hein, 704 pages par contre. S'accrocher.
Mais il est aussi dispo en audio, hein, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours le 12 février, allez, un petit young adulte, voire jeunesse. Mais j'aime bien la thématique, donc je l'ai mis. Il s'agit de Flipper de Delphine Gosset. Dans lequel on va suivre un narrateur, alors on ne connaît pas son prénom, qui est plutôt un garçon, alors c'est un adolescent, il est plutôt réservé. Et en plus, voilà, son oncle arrête pas de le traiter de mauviette, de trouillard, parce que en fait, il conduit très vite, son oncle, voilà. C'est un peu un fou du volant, quoi. Et comme ça fait flipper justement notre narrateur, et ben, il se ferait traiter de mauviette. Et un jour, en fait, un samedi soir, il a pour ordre, en fait, le narrateur, d'accompagner sa sœur en boîte de nuit pour la protéger et la ramener, mais rien ne va se passer comme prévu. Et en fait, je l'ai mis parce que c'est un livre qui parle de la masculinité toxique, un peu comme la série Adolescence, hein, vous savez. Donc voilà, donc masculinité toxique, injonction à la virilité chez les adolescents. Et du coup, bah voilà, je trouvais que c'était plutôt une... Ah mince, je me suis trompée, c'est pas Pocket, hein, c'est Alice, pardon. J'ai oublié de modifier. Deuxième coquille. Ça sortira donc aux éditions Alice. Voilà. Et oui, voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Bon, voilà, après, c'est tout petit, hein, ça fait 80 pages. C'est pour ça qu'il fait que 12 € d'ailleurs. C'est une petite, c'est une nouvelle, on va dire, qui pour les ados, qui parle donc de masculinité toxique. Ensuite, on saute au 18 février avec la sortie des Figures de l'ombre. Alors, c'est une sortie poche qui a mis très très longtemps à arriver, hein, puisque le grand format est sorti, je crois, en 2017 ou quelque chose comme ça. Ça a bien pris son temps, presque 10 ans. Donc les Figures de l'ombre de Margot Lee Shetterly, qui sortira chez HarperCollins dans leur collection poche, et qui est tirée d'une histoire vraie, puisqu'on suit la vie de 3 mathématiciennes qui ont travaillé en tant que calculatrices humaines. Alors ça c'est un pan de l'histoire qui est assez méconnu, parce qu'on n'aime pas associer les femmes aux maths, hein. Ouh là là, bah non, bien sûr, les femmes, ça ne peut pas aimer les maths, et ça ne peut encore moins être forte en maths. Et pourtant, fut un temps, effectivement, où avant l'invention des ordinateurs et tout ça, en fait, à la NASA, on utilisait des femmes pour faire les calculs. Voilà, mieux que l'IA. Et donc, on va suivre 3 de ces femmes, justement. Donc, à la NASA, alors à l'époque, ça s'appelait pas encore la NASA, ça s'appelait le NACA. Alors, je sais pas de quelles initiales c'est comme acronyme. Mais voilà, et donc c'était littéralement leur poste. Leur poste s'appelait Human Computer. Vraiment, parce que computer, c'était calculatrice, hein, à l'époque. Voilà, calculatrice humaine. Donc pendant la course à l'espace, et du coup, donc ouais, on est dans les années 50-60, quoi. Et donc, ouais, elles vont devoir évidemment surmonter, parce qu'en plus, elles sont afro-américaines en l'occurrence, et donc elles vont devoir surmonter la discrimination que subissent à la fois les femmes et les afro-américains. Donc là, il s'agit de misogynois, hein, clairement. Et la quatrième, puisque vous aurez compris qu'il y a 4 personnes sur la couverture et qu'on en a cité que 3, dont j'ai pas dit les noms d'ailleurs, c'est Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Donc ça, c'est les 3 calculatrices humaines. Et la quatrième, c'est Christine Darden, qui a été la première femme afro-américaine à être promue au sein du Senior Executive Service pour son travail de recherche sur le vol supersonique et les bangs soniques. Voilà. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. C'est vrai que c'est une histoire qui est très peu connue, malheureusement, hein. Et voilà, je vous l'ai mis. Et ça, oui, c'est d'ailleurs, il y a un film, hein, qui est sorti, hein, qui s'appelle pareil, les Figures de l'ombre. Si ça vous intéresse. Moi, je ne l'ai pas vu non plus.
On passe au 19 février, sortira Dans la forêt du croque-mitaine de Ivar Leon Menger, qui sortira donc chez Pocket. Et dans cette histoire, donc on est dans un petit thriller, on est en Allemagne. On est en 1986 dans un petit village allemand qui s'appelle Katzenbrunn. Dans lequel un garçon de 13 ans va disparaître pendant une fête foraine. Et on va suivre un inspecteur à la retraite qui s'appelle Hans, qui va décider de mener sa propre enquête. Parce que en fait, il a dans son giron d'ancien flic, en fait, il a des cold cases, voilà, des affaires qui ont été classées. Et il est persuadé que cette affaire-là est liée et qu'il va pouvoir rouvrir cette série de cold cases. Puisque voilà, c'est pas la première fois qu'un enfant disparaît dans cette petite communauté. Et en fait, apparemment, ces enfants ont été enlevés par une seule et même personne qu'on a surnommée le croque-mitaine. Et bien qu'il ait plus sévi depuis 10 ans, donc Hans est convaincu que c'est sa marque. Et donc voilà, on va suivre cette enquête, sachant que en plus il y a une clinique psychiatrique qui s'est installée en bordure de forêt et donc qui potentiellement ferait partie de cette affaire-là aussi. J'en sais pas plus. Moi j'avais bien aimé Les Enfants du Lac. Ça n'avait pas été non plus un coup de cœur et tout ça, mais j'avais plutôt bien aimé de cet auteur. Donc voilà, je vous ai mis celui-ci si ça vous intéresse. Le 19 février, alors celui-là il a mis du temps à sortir en poche aussi, donc sortira L'empreinte de Alex Marzano Lenvich. Je suis pas sûre de la prononciation pour le coup, qui est une autrice. Hein. D'ailleurs, ils disent Alex, c'était pas Alexandra. Je regarde le grand format. Alexandria même. Alexandria, et là c'est devenu Alex. Est-ce que la personne... Non, c'est pas un homme trans, parce qu'on sait jamais, ça peut expliquer le changement de prénom. Mais non, c'est toujours elle. Bon, elle a juste décidé de... Peut-être que Alexandria c'était trop long, donc elle a décidé de raccourcir son prénom, je sais pas. Bref, en tout cas, Alexandria est devenue Alex. Et donc c'était c'est un true crime en fait, qui était sorti en 2019. Donc c'était avant le Covid, donc ça date quand même. Hein. Et ça a mis le temps à sortir en poche, hein, putain. Donc ça sortira chez 10-18, et dans cette histoire, donc en fait, on va suivre l'enquête d'Alexandria, hein, qui est étudiante en droit à Harvard et qui est une farouche opposante à la peine de mort, jusqu'au jour où son chemin va croiser celui d'un tueur qui est emprisonné en Louisiane, qui s'appelle Rick Langley, et qui va lui raconter son histoire en fait. Hein. Et pour elle, ça fait aucun doute, il doit être exécuté. Donc voilà, ça remet en question en fait son avis sur la peine de mort. Mais sauf que elle va être bouleversée justement par cette réaction un peu viscérale. Et voilà, donc elle va enquêter là-dessus, et ça va être un peu lié à son propre passé. C'est Yel sur Babelio. Ah, intéressant. Donc personne non binaire alors. Ok. Intéressant. D'où effectivement le changement de prénom. Donc voilà, c'est un livre, c'est un true crime sur la peine de mort. C'est un peu autobiographique aussi, c'est un peu du journalisme, voilà, c'est diverses choses à la fois, un truc un peu hybride finalement. Ah ouais, c'est une réédition poche? Ah merde. Pourtant, j'ai pas vu d'autres éditions sur Amazon, c'est pour ça parce que je vérifie à chaque fois. Je vérifie s'il y a d'autres éditions et tout ça, et là j'ai pas vu, donc je pensais que c'était vraiment la sortie poche, comme je l'avais pas vu passer en poche. Ok, bon autant pour moi. Bon écoutez, erreur de ma part alors. Ah peut-être, mais c'est peut-être une réédition
par rapport à son changement de prénom. Je parie que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et potentiellement, même, il y a eu un peu... il y a eu réécriture, c'est pas marqué, mais pour regenrer correctement la personne. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, ça me paraîtrait pas déconnant. En tout cas, c'est sûr que c'est par rapport au changement de prénom de l'auteurice. Hein. Ça, c'est quasiment sûr. Mais après, voilà, à voir. Mais ouais, ok. Bon, bah voilà. Bah, ça nous aura permis du coup de découvrir la non-binarité de l'auteurice. Donc voilà, je suis pas mécontente de l'avoir mis quand même. Et puis c'est vrai que ouais, ça fait un moment qu'il faudrait que je le lise celui-ci aussi. J'aimerais bien. Voilà en tout cas. Ensuite, le 19 février, toujours, sortira Julienne de Scholastic Mukasonga chez Folio et en fait, elle va nous raconter. Donc, on rappelle que Scholastic Mukasonga est rwandaise. Elle va nous raconter l'histoire de Julienne, hein, comme son nom l'indique, qui est née au Rwanda avant le génocide, qui est la 6e enfant d'une famille pauvre et donc qui n'est pas la bienvenue, surtout que c'est une fille, hein, voilà. Et il n'y a que sa grande sœur Lydia qui va la prendre sous son aile, mais le problème c'est que Lydia va s'exiler au Burundi pour poursuivre ses études et du coup Julienne va se retrouver seule et elle va essayer de rejoindre son aînée au Burundi. Mais bon, il va lui arriver beaucoup de choses en chemin, voilà. Ouais, bah moi aussi. Après, je me souviens que j'avais pas été plus emballée que ça par son... Je sais pas si c'était son précédent, en tout cas son plus connu, qui était... J'ai oublié déjà, putain. Notre-Dame du Nil, voilà. J'avais été un peu déçue par Notre-Dame du Nil parce que je trouvais que ça allait pas assez loin en fait. Après, bon, je suis mal placée hein, un peu pour critiquer, j'avoue, hein, effectivement. Mais voilà, j'avais pas été plus emballée que ça. Mais je suis quand même curieuse de celui-ci pour le coup. Voilà. En tout cas, donc il sortira le 19 février. Le 19 février, toujours. Celui-là aussi, ça fait un moment que je suis censée le lire. Et il était dans ma palle de 2025. D'ailleurs, il s'agit de Mâchoire de Monica Oreda. Qui sortira chez Folio aussi. Et donc, dans cette histoire... on va suivre Fernanda, qui est une lycéenne passionnée de littérature et de films d'horreur, qui va un jour se réveiller pieds et poings liés dans une cabane au milieu de la forêt équatorienne. Et en fait, elle a été kidnappée par ni plus ni moins que sa professeure de lettres, qui s'appelle Clara, qui est une femme hantée par le souvenir de sa mère et harcelée depuis des mois par ses élèves dans son établissement, qui est un établissement catholique de l'Opus Dei. Et voilà, on va comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on nous dit c'est beaucoup plus complexe qu'une simple vengeance. Et ouais, ça a l'air très très bien. Ouais, toi t'avais bien aimé, ouais, tu m'avais dit. Donc il faudrait vraiment que je le lise celui-ci. J'ai un pu des gommes tapales pour m'appuyer sur le truc là de si un jour il y a l'Équateur qui sort. C'est vrai que ça donnait un peu des prétextes aussi, hein, les challenges quand même. Mais bon, voilà. Toi aussi, tu l'as mais pas lu. Bah écoute, un jour peut-être, on se le fera. Mais ouais, je suis toujours autant tentée par le lire, hein, en vrai. Voilà donc pour celui-ci. On reste le 19 février et là, alors c'est pas une, pour le coup c'est pas une édition de livre pas édité, c'est une nouvelle traduction. Donc je vous l'ai mise de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui sortira chez 10-18, voilà, et oui.
Des fois, il y a des nouvelles traductions où ça peut être intéressant, hein, selon la façon dont c'est fait. Bon, est-ce que je raconte l'histoire de Orgueil et Préjugés? C'est même pas, en plus, le synopsis, c'est même pas mis, mais ouais, de mémoire, donc elles sont combien? 4, 5 sœurs, je crois. Dans une famille plutôt, alors c'est la petite bourgeoisie, c'est pas, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas la noblesse, c'est pas, ouais, c'est vraiment petite bourgeoisie. Et évidemment, le but des parents, c'est de marier toutes leurs filles. Et donc, bah voilà, on va suivre un petit peu leurs histoires avec les possibles prétendants qu'elles vont rencontrer. Et on va suivre en particulier Elisabeth Bennet. Voilà, moi c'est un de mes livres préférés. Ouais, j'adore vraiment Orgueil et Préjugés. Je suis très très fan. J'aime beaucoup Jane Austen. Et du coup, bah ouais, c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle traduction. Peut-être plus moderne, je sais pas. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça prend souvent en compte des choses qui n'ont pas été prises en compte auparavant. Voilà. Donc je vous l'ai mis, c'est traduit en l'occurrence parce que comme c'est une nouvelle traduction, on va quand même citer la traductrice. Donc c'est Françoise du Sorbier, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Moi j'y connais rien en traductrice, mais voilà. Apparemment elle traduit les Agatha Raisin. Je sais pas si c'est une... Elle traduit tous les... Mince. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai bugué. Oh, ça va pas... Impossible d'accéder. Ah, je me suis fait ban. Allez. Attendez. Donc voilà, en plus j'ai arrêté l'enregistrement au moment où je disais j'ai été ban. Non, j'ai pas été ban, hein, bien sûr. Non, c'est juste un petit bug d'OBS, mais ça m'a pas fait bugger l'enregistrement. Donc voilà, je disais que c'était la traductrice Françoise du Sorbier, c'était la traductrice des livres de MC Beaton, Agatha Raisin et compagnie là. Elle a traduit aussi Bridget Jones apparemment. Bon voilà, elle traduit plutôt, je regarde, elle traduit plutôt des Cozy Mystery et des chick lit hein, un peu, hein, donc bon. Je sais pas si c'est très pertinent pour Orgueil et Préjugés, mais bon voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Voilà en tout cas donc pour celui-ci, on approche de la fin. Ah. Donc on passe au 20 février et là donc c'est pas du poche, c'est du grand format mais c'est petit, voilà. Sortira Mutine de Perrine Le Quérec aux éditions La Contralée en l'occurrence. Bon, petite histoire de 84 pages, hein, c'est assez court, mais la thématique est intéressante puisque on va suivre des jeunes femmes, jeunes filles même, âgées de 11 à 21 ans, qui ont toutes en fait été qui vont toutes se retrouver dans une maison de correction pour jeunes filles, voilà, pour diverses raisons. Donc c'est parce que c'est des jeunes délinquantes, parce que elles ont été dénoncées par un frère, ou parce qu'elles subissent la tyrannie d'un père, ou voilà. Donc à tort ou à raison, et en vrai en même temps jamais vraiment à raison, parce que même des délinquantes n'aident pas forcément une maison de correction, mais bon voilà. Et donc on va suivre justement les maltraitances en fait dans ce genre de maison de correction. Et en fait on est, alors je précise que c'est pas de nos jours parce que c'est vrai que bon en France on n'a plus ce genre de choses, heureusement d'ailleurs. Enfin peut-être que si indirectement, mais bon. On est dans les années 30. Voilà, donc on est plus dans un truc historique. On est en 1934 en l'occurrence et on va suivre donc le soulèvement, voilà, ces jeunes filles vont décider de se rebeller contre cette maison de correction, voilà. Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, je sais pas trop. Mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant, donc je vous l'ai mis. Voilà, à partir du moment où c'est un peu féministe, hein, vous le savez. Le 20 février, toujours, alors là c'est un peu intriguant, sortira Le pays sans bureau de poste de Aga Ara, je sais pas trop comment ça se prononce, Aga Shahid Ali, aux éditions Blast.
Et en fait, c'est un recueil de poésie. Alors, c'est un livre qui a été, qui est réédité visiblement parce qu'il a été... Ah non, même pas. Il est pas réédité, il est édité pour la première fois en France. Mais c'est un livre qui date de 1997. Et c'est un poète indien, en fait, enfin, américain d'origine indienne, d'origine du Cachemire, très précisément, qui est décédé en 2001 et qui raconte dans ce livre, donc sous forme de poésie, de prose, entre prose et vers libre, qui raconte l'exil et les influences multiples qui convergent poétiquement, donc territoire du Cachemire, langue ourdou, persane et cachemiri, tradition culturelle, littéraire et religieuse du sous-continent indien d'un côté, terre d'accueil américaine, langue anglaise et culture occidentale de l'autre. Et voilà, donc ça parle de... Enfin, ça va être sous forme de lettres, de gestes, de messages. Et donc, ouais, on va parler de la vallée du Cachemire, qui a fait l'objet de forte violence et répression au début des années 90. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait un tag LGBT+, aussi, donc je sais pas encore par quel truchement, mais voilà, ça a l'air super intéressant comme petit recueil de poèmes. Je sais pas si vous êtes encore là dans le chat, parce que j'ai toujours 0, là, même si Karine a répondu, c'est bizarre. Bref. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit recueil qui donc est édité pour la première fois en France. Et ça a l'air très très bien. Et on termine avec le 26 février. Allez, petit thriller assez classique, mais je sais pas, c'est un peu des... C'est un peu le genre de synopsis qui me plaît, même si j'en avais pas parlé en grand format, parce que je pense qu'il était sorti à un moment où il y avait beaucoup de choses vraiment intéressantes. Donc je l'avais pas mis. Il s'agit de In Extremis de Anouk Schutterberg, qui sortira chez Pocket. Et ouais, il n'y a vraiment plus personne dans le chat. Bon bah tant pis, je continue pour l'enregistrement. Coucou YouTube, merci d'être encore là. Oui. Dans cette histoire, on va... donc il va y avoir un tueur en série. On est dans les Alpes, on est dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et il va y avoir... on est même à Chambéry. Voilà, on va retrouver des têtes de femmes coupées, maquillées et coiffées d'une couronne d'Edelweiss, donc les fameux personnages. Hein. Et on va suivre Axel, qui est journaliste. C'est une femme, Axel, hein, qui est journaliste aux faits divers, qui va décider de mener l'enquête. Et tout va converger vers Valfréjus, qui est une station réputée pour les sports extrêmes. Voilà, où donc se dissimule un tueur. Et en fait, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit qu'on est dans un huis clos, en plein dans la montagne. Et voilà, et ça me... je sais pas, j'aimais bien. Moi j'aime bien tout ce qui se passe dans la montagne et tout ça, alors que moi-même je suis pas très fan de montagne. C'est juste justement parce que le lieu me fait un peu flipper que du coup ça me rend les histoires qui se passent là-bas un peu plus intéressantes. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fait le tour. Donc je vais revenir par ici. Et merci du coup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. En espérant que ça vous aura plu. Je suis encore en retard dans mes commentaires sur YouTube. Mes excuses. Il va falloir que je prenne le temps d'y faire un tour. C'est vrai qu'en ce moment, je vous avoue que je manque un petit peu de temps pour ce genre de choses. On se retrouve du coup, la prochaine vidéo ce sera les sorties grand format que vous aurez dans une semaine, sorties grand format de février. Voilà, j'ai déjà commencé une petite sélection, faut que je peaufine tout ça. Et donc je vous souhaite comme d'habitude une très bonne semaine et donc à la prochaine. Bisous bisous. Miaou.